Alors qu'Eiichiro Oda continue d'enchaîner les révélations et rush beaucoup comparé à d'habitude, on rentre dans une période malheureusement creuse. C'est l'avant-dernier chapitre officiel de l'année, il y a une pause la semaine prochaine, et un chapitre toutes les 2 semaines pendant un mois environ, entre les pauses d'Oda et les pauses du Shonen Jump par rapport à la fin d'année. Et la nouvelle année, on aura donc le dernier chapitre dans 2 semaines, soit un beau cadeau de Noël, surtout après le chapitre d'aujourd'hui. Et donc salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ce nouvel épisode de One Piece Road pour la review du chapitre 1069. Et avant d'analyser le contenu en lui-même, on va parler de la couverture, où Dufeld, membre de la PEG qui a voulu ouvrir le Tamete Bacolor de Whole Cake Island, présente les MADS. Alors, il ne les présente pas juste en tant que simple institut de recherche, mais en tant qu'institut œuvrant pour la paix. Je ne vais pas vous mentir, vu les membres présents, je ne sais pas trop si c'était leur but premier. Quoique, vu comment Vegapunk est, c'est tout à fait possible. Enfin bon, passons donc réellement au chapitre de cette semaine, et parlons donc de la forme éveillée de Lucci. Alors pour moi, il ressemble beaucoup à sa forme basique hybride, mais avec cette fois-ci des nuages noirs autour de lui. Comme le fait son Gear 5 d'ailleurs. On pourrait donc déduire que la forme éveillée des Zoan pourrait juste être accompagnée de nuages, peu importe sa couleur. D'ailleurs, petit aparté, avant de parler tout ça plus en détail plus tard dans la deuxième partie, je voulais donc noter que puisque les fruits du démon sont créés par les désirs de l'humanité, pour atteindre l'éveil de ces derniers, il faudrait ne faire qu'un avec le désir qui a permis la création de ce fruit du démon. L'éveil des Zoan serait donc beaucoup plus dangereux car ça voudrait dire qu'il faudrait ne faire qu'un avec un être qui a déjà une volonté et donc de risquer sa propre volonté. En parlant d'éveil justement, Luffy utilise le sien contre Lucci et d'ailleurs il ne prend même pas le combat au sérieux. Contre Kaido on le voyait déjà délirer énormément une fois le Gear 5 activé et franchement c'est pas Lucci qui va le faire changer ça. Et pour toutes les personnes qui disent que Luffy est faible parce qu'il utilise son Gear 5 directement et que Eiichiro Oda n'est pas cohérent dans son échelle de puissance, que Lucci ne peut pas résister à un personnage qui a battu Kaido qui était considéré comme la créature la plus puissante, je veux que l'on note les éléments suivants concernant ce combat. Premièrement, Oda utilise cette scène afin que Vegapunk voit cette forme et parle donc de l'origine des fruits du démon. Comme il avait précisé de ça il y a quelques années, l'origine des fruits du démon doit être expliquée lors de la présentation de grands scientifiques, et c'est le cas avec Vegapunk. Deuxièmement, pour un effet nostalgique, en nous donnant exactement la même scène d'il y a plus de 600 chapitres en arrière. Troisièmement, nous montrer le niveau de maîtrise de l'effet de Luffy, s'il peut l'utiliser comme il veut, et les limites de cette transformation. Et enfin, il permet à Oda de nous montrer les nouvelles techniques de Luffy tout simplement. Mais une chose supplémentaire que je veux que vous notiez, c'est que depuis qu'il a utilisé cette forme de Gear 5 contre Kaido, on le revoit sortir son éveil pour des cas banals. Comme quand il a montré ses muscles à Bonnie quand elle lui a demandé c'est quoi cette forme sur sa nouvelle affiche de recherche. Ce combat n'est donc pas révélateur de quelconque level de Luffy, mais c'est surtout un show afin de mettre en avant Luffy et ses pouvoirs, une sorte de sparring partner quoi, comme on peut voir dans la boxe ou autre. Sauf si Luffy passe en mode sérieux après l'attaque de Lucci contre Sentomaru. D'ailleurs, la marine elle-même n'a pas confiance en la force de Lucci et du CP0 pour résister à Luffy et son équipage. Ils envoient donc Kizaru sur Egghead, mais je veux noter quand même 2 points. Alors, le premier que je ne comprends pas, c'est pourquoi Akainu est étonné que Vegapunk ait deviné le plan du gouvernement mondial concernant son assassinat. Il est quand même l'homme le plus intelligent du monde, qui en plus de ça a détruit les bateaux des différents Cypherpoles il y a de cela quelques mois. Enfin, je comprends pas. Je sais qu'il est fait de magma, mais je pensais pas que son cerveau en était rempli. C'est un peu bête de pas deviner que Vegapunk avait compris qu'on ne voulait plus de lui. Mais sincèrement, le point qui m'interroge le plus, c'est Kizaru. Il est flemmard, donc ça m'étonnerait qu'il veuille affronter Luffy en EV1, mais surtout Lucci vient de s'attaquer à son EV Sentomaru. Ok, il a trahi la marine en obéissant à Vegapunk, mais ça reste quand même un proche. Alors, est-ce qu'il sera comme Akainu sans pitié, ou est-ce qu'il fera le minimum syndical après avoir vu ce qui s'est passé sur Egghead? Je sais pas, seul Oda peut nous le dire. Maintenant, ce qui nous intéresse est l'intervention de Vegapunk. Comme je vous ai dit un peu plus tôt, le combat de Luffy est surtout là pour montrer à Vegapunk sa nouvelle transformation. Et la première chose qui nous intéresse est donc que le Gomu Gomu no Mi n'existe pas dans l'encyclopédie des fruits du démon. On dirait même plus loin, on dirait qu'il n'existe pas tout court. Même si le Ito Ito no Mi modèle Nika, lui, a été effacé de l'histoire, je ne comprends pas pourquoi le Gomu Gomu no Mi mentionné nulle part.
J'aimerais bien savoir d'où ce nom vient, car c'est comme ça que Wuzhu nommait le fruit, c'est aussi comme ça que Shanks l'a nommé. Alors Shanks, lui, aurait pu connaître le nom du fruit après l'avoir volé au CP0 à l'époque, mais comment ils sont tous au courant de ce nom? Quel est le but de changer le nom de fruit du démon? Si c'est pour le cacher encore de partout. Si on le cache, autant le cacher pour de bon. Ne pas mentionner son nom, ne le mentionner nulle part. Pour moi, c'est une erreur, même si c'est pas grand chose. Bon. Ensuite, la révélation de Vegapunk séparée en deux parties notoires. Alors, d'une part, sur l'origine des fruits du démon. Les fruits du démon sont donc nés du désir des hommes, comme je vous avais dit un peu plus tôt. Ça expliquerait déjà dans un premier temps certains pouvoirs, dont un certain fruit, le Triceratops, qui permet de se transformer en hélicoptère. Les pouvoirs des fruits du démon ne seraient donc pas liés à ce qu'un élément ou un animal peut faire, mais plutôt à ce que l'humanité s'imaginait pouvoir faire avec la maîtrise de ces différents pouvoirs. On en revient donc à dire que la puissance de fruit du démon ne dépend pas du pouvoir du fruit, mais surtout de son utilisateur et comment il l'utilise. D'ailleurs, si un fruit du démon naît du désir de l'humanité, l'un des plus gros désirs de l'humanité, qui est d'ailleurs l'un des sujets les plus importants du manga, est tout simplement la liberté. Ce qui fait de Ito Ito no Mi modèle Nika l'un des fruits les plus puissants du monde. En effet, avant de parler de l'origine des fruits du démon, Vegapunk évoque celui de Luffy et parle donc de celui dont le gouvernement a effacé de l'histoire le dieu du soleil, Nika. On ne connaît pas plus que ce que le Gorosei avait déjà dévoilé lors du Gear 5 de Luffy contre Kaido, mais cette scène est donnée ici non pas pour nous, lecteurs, mais surtout pour l'équipage de Luffy. Comme Nami et Usopp l'ont bien noté, ils ne connaissent ni le nouveau pouvoir de Luffy, ni le vrai nom du fruit du démon de Luffy, qui lui aussi d'ailleurs ne connaît même pas le vrai nom de son fruit du démon. Il profite donc pour préciser à Mugiwara qui est Nika, et quoi que l'on puisse dire, cette description se rapproche énormément à Luffy. Mais pas seulement. La description d'une personne toujours enjouée, pouvant donner le sourire à tout le monde, ne définit pas seulement Luffy et Nika, mais surtout Joy Boy. Et oui, on sait que Luffy a mangé le Ito Ito no Mi modèle Nika, mais qu'en est-il de Joy Boy? Est-ce que c'est le surnom du dieu Nika? Car il faut rappeler que Joy Boy signifie approximativement garçon joyeux, et cette description colle donc parfaitement. Ou est-ce juste une personne ayant éveillé le fruit du démon du Ito Ito no Mi modèle Nika? Ou enfin, est-ce tout simplement la personne incarnant la liberté et la joie à travers le monde? Je laisse Oda dévoiler tout ça dans la suite de ces événements. En tout cas, ce fruit qui est né selon la légende du dieu du soleil Nika, ce dieu vient des anciens écrits, donc de l'ancien royaume. On pourrait se dire que ce fruit est né du désir d'une autre race que celle originaire de la planète où se déroulent pour le moment tous les événements. Et tout comme la race était avancée technologiquement et très puissante, le fruit du démon né de leur désir est d'autant plus puissant. Les fruits du démon proviennent des désirs de l'humanité, mais les désirs et les rêves des hommes ne cessent jamais de croître, et donc tant qu'il y a des hommes qui rêvent, il y aura donc de nouveaux fruits du démon. Et d'ailleurs, je ne sais plus si Oda avait confirmé son inexistence ou pas, mais un fruit de l'eau aurait donc la possibilité d'exister, ou en tout cas un fruit permettant d'incarner la mère de toute nature. Et justement, pour le coup, j'ai une hypothèse. On sait que c'est la mère, donc l'eau, qui a maudit les fruits du démon, et si Im était son incarnation, elle ne pourrait pas agir directement de ses propres mains, en tant que mère de la nature, et donc ferait intervenir d'autres personnes à travers le Gorosei et la création du gouvernement mondial, et celle-ci se serait débarrassée de ce qu'elle considère comme anomalie ou dangereux, maudissant donc les utilisateurs de fruits du démon, détruisant le royaume oublié, qui ne sont donc pas natifs de la Terre, et beaucoup trop avancés technologiquement pour celle-ci. Ce qui est sûr, c'est que les informations vont continuer de pleuvoir, un peu moins rapidement vu qu'on aura un chapitre par semaine sur 2, jusqu'à fin janvier, mais ce n'est pas plus mal. Ça va nous permettre de récupérer notre souffle, car depuis le début de l'arc, on enchaîne sur les informations, et comme je l'avais dit dans la review de la semaine dernière, je ne vois toujours pas l'intérêt du CP0, surtout maintenant si Kizaru arrive sur l'île. Lucci et sa bande ne seront que des seconds couteaux de cet arc, donc j'attends de voir. Ah oui, ils ne garderont sûrement pas le contrôle des séraphins longtemps, car Vegapunk est beaucoup trop intelligent pour ne pas prévoir ce genre de scénario. Et puis, pour finir, pour moi cet arc a l'air d'être extrêmement court comparé à ce qu'on a eu avec les 3-4 derniers arcs, mais il n'en sera pas moins intense et rempli d'informations. Et donc, en attendant le prochain chapitre, je vous invite à commenter pour savoir ce que vous pensez, mais surtout à liker, à vous abonner. Encore une fois, c'est un énorme soutien pour la chaîne qui n'attend que de grandir. Et donc je vous dis salut à tous, c'était Daiku de One Piece Talk, la chaîne où l'on parle One Piece, celle où l'on vit One Piece, et surtout celle où l'on essaye de comprendre One Piece.